Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord du vol Alaska Airlines 261, au départ de Puerto Vallarta au Mexique à destination de Seattle, avec une petite escale à San Francisco quand même. Je m'appelle Charles, je serai votre commandant de bord le temps d'une vidéo pour retracer l'histoire de ce vol assez spécial, qui avait pourtant bien démarré, mais qui a fini par s'écraser en plein océan Pacifique. Merci de bien vouloir accrocher vos ceintures et décollage imminent. V1. Rotation. C'est à bord d'un McDonnell Douglas MD-83 que le vol Alaska Airlines 261 va partir de l'aéroport de Puerto Vallarta. Avec 83 passagers au total et 6 membres d'équipage, bon il n'est pas très chargé, il part sur un voyage à destination de Seattle sur la côte ouest des États-Unis. Ce 30 janvier 2000, bon la météo est pourtant belle, mais le souci c'est pas vraiment le temps, mais bel et bien l'avion. Dans l'avion recense 6 membres d'équipage dont le commandant Ted Thompson du haut de ses près de 18 000 heures de vol et son copilote Bill Tansky avec un petit peu moins d'expérience avec seulement 8100 heures de vol, dont une très large partie sur ce MD-80, il connaît très bien cet avion. Le MD-83 c'est un avion de la famille des MD-80, un petit peu comme vous avez le Boeing 747-100 qui est un avion de la famille 747 ou l'Airbus A350-900 et A350-1000 qui sont de la famille A350. Bon, une fois en vol de croisière, tout se passe bien. Un petit détail quand même. Pendant la montée initiale, l'avion avait eu quelques soucis au niveau du compensateur de la gouverne de profondeur. Les pilotes avaient donc du mal à stabiliser l'avion verticalement. Il était pilotable sans souci, mais sans compensateur. En fait, il faut bien plus d'efforts physiques au pilote pour conserver le niveau de vol idéal. Sur le MD-80, comme sur d'autres avions, notamment le Boeing 727, eh bien on retrouve les ailes en haut, en fait, juste ici, et pas juste en bas ici. Donc pourquoi c'est en haut? Tout simplement parce que les moteurs ne se situent pas ici, mais les moteurs se situent à l'arrière de l'avion. Alors ce qui permet d'éviter les bruits, d'éviter les nuisances sonores pour la globalité des passagers. Mais bon, ça pose pas vraiment de problème, mais du coup on doit mettre les ailes en haut avec la gouverne de direction qui permet de faire monter ou descendre l'avion. Alors comment ça fonctionne? Là tout simplement, alors bon là ici c'est pas comme ça sur mon A380, mais sur un vrai avion c'est comme ça. Là en fait vous avez une partie de l'aile qui monte et qui descend, et quand vous la faites, descendre, ça fait descendre l'avion. Et quand vous la faites monter comme ça, hop, et ça pousse l'avion et ça l'attire vers le haut, tout simplement. Voilà comment fonctionne une gouverne de direction de manière extrêmement vulgarisée, on va se l'avouer. Mais ça pose pas du coup de réels problèmes. Et le compensateur du coup, à quoi ça sert lui? Il sert à démultiplier les forces appliquées par les pilotes via les commandes mécaniques. Et donc ici de permettre de rendre l'avion très maniable sans devoir y aller de toutes ses forces sur les commandes. Et oui, parce que c'est clair que quand tu pilotes un gros oiseau comme ça, alors bon, même si là il est un petit peu plus petit, voilà, puisque je suis plus grand, et tu as beaucoup de résistance à l'air. Même si tu es à 10 000 mètres d'altitude, donc du coup, il n'y a pas beaucoup de résistance, il y a moins de résistance à l'air que quand tu es à 300 mètres, puisque forcément il y a beaucoup moins d'air, tout simplement. Ce petit souci, qui est mineur, ne devra pas altérer le vol, et le vol devra être réglé rapidement. Mais après quelques essais, plusieurs essais quand même, les pilotes n'arrivent toujours pas à le faire fonctionner. Ce qui fait que les pilotes doivent tirer assez fort sur le manche et pour sans cesse redresser l'avion qui a tendance à descendre, vu la position dans laquelle s'est bloqué le compensateur. Le souci c'est qu'en raison donc de sa masse, comme je le disais, et de sa vitesse, il faut une certaine force physique pour contrôler ce MD-83. Les pilotes appellent donc le support technique de la compagnie, mais rien à signaler de ce côté. Aucune info. Bon. Les pilotes essayent donc de débloquer le compensateur à maintes et maintes reprises avant de prendre une décision pour atterrir à Los Angeles, l'aéroport le plus proche. Bon, une décision un petit peu plus sage déjà, qui leur permettra de résoudre le souci de compensateur et d'assurer le vol comme il se doit. Mais le problème c'est que l'aéroport est saturé et qu'il va falloir attendre une petite heure avant d'atterrir. Et oui, l'aéroport de Los Angeles, il y a énormément de trafic. L'avion donc se dirige toujours vers l'aéroport de Los Angeles et va entamer sa phase de descente. Au moment où, miracle, comme par miracle, le compensateur se débloque. Mais ça ne fait pas du tout l'effet voulu par les pilotes, puisque l'avion se met à partir dans un piqué infernal qui va tout droit vers le fond de l'océan Pacifique. Le MD-83 n'est plus contrôlable du tout, les pilotes ne savent plus quoi faire, ils ne savent plus à quoi s'attendre, et l'alerte de survitesse se met rapidement à sonner, indiquant aux pilotes qu'ils volent trop vite. Avec un avion qui vole trop vite, on risque la désintégration et donc le crash, voilà, par définition. Si le compensateur est débloqué, en fait, il a fait exactement le contraire de ce que voulaient les pilotes. Il s'est retrouvé dans une position de descente encore plus véloce qu'avant et les pilotes tirent sur le manche de toute leur force, mais rien n'y fait. Malgré la vitesse trop élevée, l'avion vole quasiment à la verticale et décroche, leur indique le vibreur de manche et la douce alarme de décrochage. En effet, avec cette orientation, l'avion n'a plus de portance pour voler correctement et la situation est plus que critique en frôlant la survitesse. Heureusement, après tout ce stress, les pilotes parviennent à redresser l'avion en utilisant toute leur force. Et le vol va pouvoir atterrir à Los Angeles normalement.
Tu crois vraiment que si je te raconte tout ça, c'est parce que le vol a réussi à atterrir à Los Angeles? Non. Pour le coup, ce serait pas intéressant et puis je ne te le raconterai pas. Si les pilotes ont repris le contrôle de l'avion, enfin à peu près, l'avion veut vraiment aller en descente. Les pilotes vérifient l'état de leur contrôle et vont préparer leur descente, mais ils ont quand même un petit peu peur du compensateur et de son état. Les pilotes décident donc de ralentir pour diminuer la vitesse et donc les forces sur l'avion. Par conséquent, il sera moins difficile de piloter l'avion à la force des bras, puisqu'on le rappelle, moins de vitesse égale moins de force et moins de frottement d'air, donc tout simplement un avion plus maniable. Les pilotes reprennent confiance en leur avion, ce qu'ils n'auraient pas dû faire, et ils tentent de le stabiliser à environ 17 000 pieds. La situation n'est pas la meilleure, mais bon, au moins l'avion ne pique pas du nez. L'équipage a une idée pour essayer de reprendre le dessus sur le compensateur, c'est de cabrer l'avion, ce qui ne marche pas. Encore la faute du compensateur. Tant pis, sauf que, bah non, en fait pas tant pis, parce qu'aussitôt l'avion recommence à descendre en piqué. Il entame une nouvelle descente en direction de l'océan, devient totalement incontrôlable. Il est à l'envers d'ailleurs aussi. Et les pilotes sont à leur maximum pour essayer de reprendre l'avion, ce qui, cette fois, ne marche pas. L'avion plonge dans la mer et éclate au contact de l'océan, devant les yeux d'autres pilotes dans la zone, impuissants face à ce qu'ils voient. Tout le monde est mort, les 89 personnes n'ont pas résisté et ont été bousculées pendant quelques minutes avant de percuter l'océan à près de 500 km/h, environ 250 nœuds. Ce qui n'est pas si rapide que ça au final. Si un avion vole entre 800 et 900 km/h en ligne droite, quand il arrive par contre à 500 km/h directement vers le sol, il se désintègre automatiquement et immédiatement. D'ailleurs, je ne sais pas si vous saviez, mais un contact en direct avec la mer eh bien, est plus violent qu'un contact en direct avec la Terre. Dans le cas d'un atterrissage forcé ou d'un amérissage forcé, il est moins dangereux de faire un atterrissage qu'un amérissage. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé du coup avec ce MD-83 ? Bon, mais c'est un avion qui n'avait pas les commandes hydrauliques, comme peuvent les avoir les avions de nos jours depuis quelques années. En fait, c'était un vérin à vis qui contrôle le compensateur, sauf que qui dit vérin à vis dit lubrification. Afin de ne pas avoir de risque de blocage ou de mauvaise manipulation, c'est toujours mieux d'ajouter un petit peu d'huile quand même. Un petit peu comme tu fais dans ta voiture, au final, quand tu fais la vidange. La petite spécificité, c'est qu'il faut lubrifier cette vis toutes les 600 heures de vol environ. Alaska Airlines avait toutefois tranquillement décidé de ne le faire que toutes les 2300 heures de vol, soit près de 4 fois plus que le temps recommandé par le constructeur McDonnell Douglas. Donc, du coup, la vis sortait de son écrou et les pilotes ne pouvaient au final pas faire grand chose. Le fait de manœuvrer le compensateur faisait que la vis n'était plus retenue par l'écrou, mais la raison est très simple. Au bout de friction et de friction sans lubrification, la vis s'est endommagée, a endommagé le pas de vis, et de toute manière qui aurait été rendu inutilisable au bout d'un certain temps. Si les pilotes n'ont pas connu l'origine de la panne qu'ils ont eue, ils ne pouvaient pas savoir ce qu'il se passait. Le vérin ne pouvait pas tourner, n'ayant plus de filetage, ni de moyen de le retenir, du coup il ne tenait plus correctement et c'est ce qui a causé la perte de l'avion et la mort de tous ses occupants. Voilà l'histoire de ce vol Alaska Airlines 261, toutes ces données sont tirées des rapports officiels du NTSB, le Bureau de la Sécurité des Transports Aériens Américain, l'équivalent de notre BEA à nous. Un truc comme National Transport Security Bureau. Bureau. La série que je regarde, c'est The Bureau. J'espère que cette vidéo vous aura plu, le sujet aussi. On se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et j'ai bien envie de vous parler de la pire catastrophe aérienne de tous les temps, ou alors d'un avion qui n'a jamais eu de crash. Jamais. Jamais. Jamais, 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 jamais. Jamais. Et heureusement qu'il n'en a jamais eu, le pauvre, il a été condamné trop vite par certaines compagnies et on en parlera très prochainement parce que c'est quand même mon avion préféré. Enfin, un de mes 2-3 avions préférés, franchement, voilà. En attendant, chers passagers, vous pouvez détacher vos ceintures, je vous remercie d'avoir regardé Rotation. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit et à la semaine prochaine. À son pépère.